podcast. Est-on en train d'assister au basculement de l'ordre mondial, celui que l'on connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ? La question se pose notamment depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, le président des États-Unis qui bouscule les conventions occidentales traditionnelles avec ce style qu'on lui connaît. C'est désormais la règle du plus fort qui prime. Un style qu'il n'est pas le seul à appliquer. Un peu partout sur la planète, des leaders autoritaires et nationalistes montrent les muscles. Sont-ils en train de tout renverser ? Se dirige-t-on vers une ère nouvelle qui échappe aux démocraties occidentales ? Tout ça, on en parle avec vous. Jean-Vincent Lindre, bonjour. Bonjour. Professeur de sciences politiques et directeur du Centre Thucydide de l'Université Panthéon-Assas, le centre spécialisé en relations internationales de l'université. Le Centre Thucydide qui publie l'année des relations internationales aux éditions Panthéon-Assas, un ouvrage annuel écrit par les chercheurs du centre qui revient sur cette année, il faut le dire, très riche en actualité internationale et qui titre, entre autres, je cite, « Un monde à l'heure des puissances désinhibées ». Jean-Vincent Lindre, qu'est-ce que vous appelez les puissances désinhibées ? Alors peut-être deux significations. Des puissances sans surmoi, aurait dit le docteur Freud, c'est-à-dire sans limite, sans complexe, ou si complexe il y a, c'est un complexe plutôt de supériorité. Il y a des grandes puissances qui sont entretenues dans l'idée qu'elles sont grandes et qu'elles doivent délivrer de la puissance, à l'instar de Donald Trump. Et puis peut-être un deuxième élément plus négatif, quitte à être un petit peu provoquant, un côté des puissances un peu séniles, âgées, qui sont d'autant plus désinhibées que c'est la fin d'un parcours. Dans le cas de Donald Trump, on sait très bien que c'est son dernier mandat. Dans le cas de Vladimir Poutine, il a 70 ans. Et voilà, ce sont des personnes qui sont d'autant plus désinhibées qu'il y a un côté de vieille puissance et de vieilles personnes. On va développer tout ça avec vous, bien sûr, dans quelques minutes. Mais d'abord, on commence, vous le savez, comme chaque semaine, par un récit en archive. Et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Ces dirigeants qui gouvernent aujourd'hui par le rapport de force, vous les connaissez. Le premier d'entre eux, on l'a cité, est en ce moment incontournable, c'est bien sûr Donald Trump. Le président américain qui a su, ces dernières années, imposer son style, celui d'un homme d'affaires qui veut affaiblir ses adversaires pour mieux négocier. Écoutez ce portrait du 20h de France 2 en juin 2019. Pendant son premier mandat, la méthode Trump est déjà à l'œuvre. C'est une diplomatie tout en muscles et en coups de poing. Donald Trump brandit la menace avant de devenir à chaque fois le meilleur ami de ses ennemis. C'est avec la Corée du Nord que sa stratégie a été la plus flagrante. Tout commence par une menace de guerre. Ils vont connaître le bruit et la fureur. Pour quelques mois plus tard, tourner à l'idylle entre les deux hommes. On est tombés amoureux, vraiment. Il m'écrit des lettres magnifiques. Cette stratégie de la gifle, puis de la caresse, Donald Trump l'a reproduit à chaque fois. Avec l'Iran, avec la Chine. Et plus récemment, avec la Russie de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, justement, autre champion du rapport de force. Le chef du Kremlin qui n'a de cesse de menacer l'Occident, et ce depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Comme lorsqu'il évoque l'éventuel envoi de troupes occidentales sur le sol ukrainien. Écoutez, on est en février 2024. Tout ce qu'ils inventent en ce moment, ce avec quoi ils effraient le monde, tout cela constitue une réelle menace d'un conflit avec une utilisation d'armes nucléaires, ce qui signifie la destruction de la civilisation. Le ton est donné. Et quand on cite Vladimir Poutine, comment passer à côté de son grand allié, Xi Jinping ? Xi Jinping, 70 ans, est le maître incontesté de la deuxième puissance économique mondiale. Toujours applaudi dans ses déplacements et mis en scène millimétrée en Chine. Le Parti communiste veut le bonheur des gens.
Au-delà du culte de la personnalité qui rappelle celui de Mao, jamais un dirigeant chinois n'a concentré autant de pouvoir et aussi longtemps. Xi Jinping a fait changer la constitution pour rester président à vie, s'il le souhaite. Le leader chinois gouverne son pays d'une main de fer, répression des opposants comme à Hong Kong, communauté ouïghour persécutée, et il agite, lui aussi à l'extérieur, la menace d'une invasion, celle de Taïwan, voisin contre lequel il multiplie les opérations d'intimidation. Trump, Poutine, Jinping, mais on aurait pu aussi mentionner le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, MBS, proche de Donald Trump et qui entend imposer sa voix sur la scène internationale. En 2017, il accédait au pouvoir. Portrait du JT de France 2. Écoutez. 32 ans, prince héritier à une marche du trône. On n'avait jamais vu ça en Arabie Saoudite. Nommé le 22 juin dernier par le roi Salman, son père, dont il est le fils préféré, Mohammed Ben Salman prend immédiatement les pleins pouvoirs. En même temps qu'il modernise le pays, MBS lance un conflit au Yémen avec le soutien de Donald Trump et en interne, il muselle tous ses opposants, voire les assassine. Comme le journaliste Jamal Khashoggi, tué et démembré en octobre 2018 au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie sur ordre de Riyad. Et du côté de l'Amérique du Sud, on peut également citer le nouveau président argentin Javier Milei, élu en novembre 2023. Écoutez. Quasi inconnu il y a 2 ans, Javier Milei, avec ses cheveux en bataille et son franc-parler, vient d'être propulsé président de l'Argentine. Ultralibéral provocateur, il a tout de son modèle Donald Trump. Vive la liberté, bordel! Maintenant, mettons-nous au travail pour relever l'Argentine. À 53 ans, cet économiste qui se rêvait joueur de foot se définit comme un anarcho-capitaliste opposé à l'État. Son arme, une tronçonneuse qu'il brandit comme symbole des coupes budgétaires. Bref, autant de dirigeants à la tête de nations incontournables et toujours ce même point commun, celui d'employer le rapport de force, quitte à laisser de côté les codes de la diplomatie traditionnelle et parfois le droit international. Mais au fait, le monde est-il désormais entre les mains de leaders autoritaires? Quelles conséquences sur l'ordre mondial? Et pour nous, Européens, faut-il s'en inquiéter? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Jean-Vincent Olindre, déjà pour commencer, une réaction peut-être au récit qu'on vient d'entendre, à cet éventail de portraits? Il est clair qu'il y a une demande autoritaire. On voit que le succès de ces leaders autoritaires correspond à une aspiration plus ou moins explicite au sein des populations. Alors, c'est difficile de se prononcer sur des pays comme la Chine ou la Russie, où l'opinion publique est muselée, où les médias sont muselés, et où d'une certaine façon la tradition autoritaire existe. Il y a une base autoritaire très forte qui est amplifiée par des leaders finalement qui combinent le caractère autocratique autour d'une personne, une incarnation, cette tradition autoritaire, et puis le nationalisme aussi qui est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on observe beaucoup, c'est des clivages entre les différents États-nations qui expriment l'intérêt national. C'est un peu différent pour les États-Unis, parce que les États-Unis, ou même ce qu'on observe en Europe, à travers les différents leaders autoritaires, sont des démocraties libérales en crise. C'est-à-dire des sociétés ou des individus au sein des démocraties qui ont le sentiment d'être en retard par rapport à l'efficacité de puissances autoritaires. Des pays, les États-Unis ou la France ou l'Allemagne avec les mouvements populistes, qui vont regarder vers ces puissances autoritaires en se disant peut-être qu'elles ont eu raison. Au fond, ça marche. Voilà, ça marche mieux que nos démocraties qui sont lourdes sur le plan bureaucratique, d'où cette espèce d'obsession des coupes budgétaires, avec un État en quelque sorte qui n'est plus la solution mais qui est un problème, et avec l'idée qu'il faut renverser la table en quelque sorte de toutes ces pesanteurs démocratiques dont on pensait qu'elle allait nous donner plus de liberté et qui en réalité, soi-disant, nous asserviraient. Autre point, peut-être aussi l'idée d'un repli nationaliste très puissant dans les démocraties, notamment la démocratie américaine. L'idée que finalement le monde extérieur constitue une menace et qu'il faut protéger. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une lame de fond
autoritaire, au détriment de la liberté démocratique, mais que ça va s'exprimer de façon très différente selon les cultures politiques. Oui, parce qu'il ne faut pas tous les mettre dans le même sac. Ces dirigeants, évidemment, ils ne sont pas tous des dictateurs ou des autocrates, c'est important de le rappeler. Évidemment, les États-Unis, par exemple, les États-Unis actuellement n'ont rien à voir avec la Russie, par exemple. Mais ce qui est intéressant, je crois, c'est que dans la personnalité de ces dirigeants, on note des points en commun, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire déjà la fascination pour la personne, la personnification de la vie politique, qui tient aussi à l'idée que ce sont souvent des personnes qui vont passer par différents canaux, dans le cas de Donald Trump, les réseaux sociaux, qui vont beaucoup jouer sur les messages médiatiques, sur les formules, qui vont utiliser les enceintes internationales comme des lieux d'expression, comme des tribunes, qui vont, par exemple, dans le cas de Donald Trump, la critique des enceintes multilatérales, de l'ONU, pour mieux faire ressortir à l'inverse l'idée d'un retour en fait à une logique du 19e siècle où les rapports de puissance se faisaient indépendamment du droit international qui constitue une barrière, ou dans le cas de Vladimir Poutine, cette volonté qu'il a d'être le porte-parole de ces BRICS+, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, maintenant avec certains régimes du Golfe, dont les Émirats arabes unis, avec l'idée qu'il y aurait une sorte d'alliance objective de ces pays du Sud qui n'auraient pas bénéficié pleinement des effets de la mondialisation, qui auraient été confisqués en quelque sorte par les États-Unis et par l'Europe, et puis une réponse de Donald Trump à l'inverse qui consiste à dire que les États-Unis se sont fait arnaquer par l'Europe et défendent une voie. Donc c'est un grand chaos en quelque sorte aussi. Ce qui est commun, si j'ose dire, à ces tendances observables à l'autoritarisme, c'est l'idée de quelque chose de très chaotique, d'une dérégulation du monde qui se fait au détriment du droit international, mais aussi au détriment, disons, d'une morale élémentaire qui consisterait à tenir sa parole ou à dire la vérité ou au moins une vérité minimale. Donald Trump ou même Vladimir Poutine s'en fichent en quelque sorte de la vérité. Ce qui compte, c'est ce qu'ils vont affirmer à l'instant T. Oui, vous allez nous expliquer cette dérégulation parce que c'est un point important que vous développez dans l'année des relations internationales. Avant ça, j'aimerais qu'on visualise un petit peu d'où elle vient, cette désinhibition que vous qualifiez dans ce livre. Il vient d'où ce phénomène ? Est-ce qu'on voit un point de bascule il y a quelques années ? Disons qu'il y a eu un grand espoir, sans doute en partie factice, au lendemain de la guerre froide, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin, 89, l'implosion de l'URSS, 91, et l'idée, pensée depuis les États-Unis, d'un nouvel ordre mondial fondé sur un certain nombre de règles, l'échange économique, les bons procédés, disons, du capitalisme libéral, combinés au droit international vu comme universel. Sauf que cette proposition-là, c'était la proposition américaine. C'était l'idée d'un ordre universel, mais du point de vue des États-Unis. Or, dès le départ, il n'est pas certain que ces puissances, notamment du Sud, aient adhéré, à cette proposition américaine. Si on prend la Chine, par exemple, de Xi Jinping, d'une certaine façon, l'entrée dans la mondialisation, qui date des années 70, de 1978, avec Deng Xiaoping, la grande vague de modernisation économique, qu'est-ce qu'elle a permis au fond ? Elle a permis à la Chine d'être un acteur économique de premier plan, mais elle a permis aussi de renforcer un régime ultranationaliste. Les Américains pensaient que la Chine allait, au fond, se libéraliser au plan économique et se libéraliser au plan politique, devenir, sinon une démocratie, du moins un régime tempéré, mixte, on va dire. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, le capitalisme a été le levier de l'autoritarisme. Donc ça, c'est un premier élément, c'est l'illusion américaine qui s'est révélée finalement factice. Et ensuite, il me semble que le moment clé vraiment de basculement, c'est vraiment la période 2013-2014, c'est-à-dire la guerre en Syrie, à l'époque d'Obama. Et donc c'est important là aussi de relativiser l'importance de Trump. C'est-à-dire Trump, évidemment, du point de vue de l'image, c'est important, mais au fond, beaucoup de choses se jouent avant lui.
au moment de la guerre en Syrie, lorsque Obama dit au régime Assad, attention, si Bachar el-Assad utilise les armes chimiques contre sa population, les États-Unis interviendront parce que c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Bachar el-Assad a utilisé les armes chimiques et les États-Unis, parce qu'il y avait eu la guerre en Irak, parce qu'il y avait eu la guerre en Afghanistan, ont décidé de ne pas intervenir, de ne pas tenir leur parole en quelque sorte, de dire on va y aller militairement pour empêcher ces actes d'un dictateur qui était Bachar el-Assad. Et qu'est-ce qu'a pensé la Russie ? La Russie de Vladimir Poutine, elle s'est dit, puisque les États-Unis expriment ouvertement leur faiblesse, eh bien nous, on va aller soutenir notre allié, qui est Bachar el-Assad. Et donc là, il y a un basculement parce que les États-Unis, pour la première fois, expriment non seulement une forme de retenue par rapport à l'usage de la force, mais surtout donnent un blanc-seing à la Russie. Et qu'est-ce qui se passe juste après ? Annexion de la Crimée ? Exactement. Voilà. Et donc là, il y a quelque chose qui se passe. Annexion de la Crimée, où les Européens et les Américains répondent de façon, disons, pour le dire sobrement, avec peu de virulence. Et donc, la Russie, vraiment dans cette période 2013-2014, s'est sentie pousser des ailes, en quelque sorte, au détriment de la puissance américaine. Je cite votre livre, L'année des relations internationales. Le retour au pouvoir de Donald Trump précipite l'avènement d'un monde dérégulé et transactionnel où la vocation des forts est de dévorer les faibles. Alors déjà qu'on visualise bien, qu'est-ce que vous entendez par monde dérégulé et transactionnel ? La dérégulation, c'est l'idée justement que le droit international, tel qu'il peut s'exprimer notamment dans les enceintes multilatérales, c'est-à-dire notamment les Nations Unies, disons le système onusien en général, que ces règles-là viennent en quelque sorte limiter l'usage de la force. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? En Ukraine, eh bien, un affrontement extrêmement virulent, avec une logique très rustique. On voit des tranchées en Ukraine, on voit des formes de guerre extrêmement rustiques et donc qui provoquent des dégâts matériels et humains considérables. Qu'est-ce qu'on voit à Gaza ? On voit une armée israélienne qui, contrairement à tout ce qu'elle prône, tout ce qu'Israël prône à l'origine, c'est-à-dire plutôt une idée de guerre limitée, eh bien, affame la population palestinienne et avec une logique d'escalade. Et donc c'est ça la dérégulation, c'est l'idée qu'à un moment donné, les règles, d'une certaine manière, n'ont plus vraiment de sens et donc non seulement ne sont pas appliquées, mais n'ont pas vocation à l'être. Et puis le caractère transactionnel, c'est l'idée que tout est négociable, avec l'idée qu'on peut toujours trouver des arrangements. Vous parliez tout à l'heure de l'épisode entre la Corée du Nord et les États-Unis. C'est un exemple typique de Trump et Kim Jong-un qui se détestent ouvertement et puis à la faveur d'une discussion qui disent en fait on est, pardon de le dire un peu de manière familière, on est super potes et même on tombe amoureux. Voilà, et c'est ça la diplomatie transactionnelle, c'est la diplomatie du deal, c'est l'idée que on peut être totalement en désaccord un jour et totalement en accord le lendemain en vertu de quelque chose qui tient à la conjoncture et au lien interpersonnel. Et vous disiez, je citais votre livre, la vocation des forts est de dévorer les faibles. C'est plutôt inquiétant et c'est vrai qu'on l'observe si on fait le point schématiquement. Poutine veut récupérer l'Ukraine et peut-être d'autres pays d'ex-URSS. Xi Jinping hésite à envahir Taïwan. Donald Trump lorgne sur le Groenland. Benjamin Netanyahou est en train de raser Gaza. Ça fait beaucoup. Oui, et puis dans le cas de la Chine n'hésite plus vraiment à envahir Taïwan. C'est plus une question de temps aujourd'hui. C'est-à-dire que ça apparaît clairement dans les plans chinois. On est justement, ça plaide dans le sens d'une absence de retenue. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est une logique du pourquoi pas. C'est plus une logique du pourquoi. Pourquoi faire ceci, pourquoi faire cela et réfléchir aux conséquences que ça peut avoir, mais plutôt du pourquoi pas, c'est-à-dire pourquoi pas annexer la Crimée puisque personne ne nous en empêche. Pourquoi pas traverser la frontière ukrainienne et s'approprier en quelque sorte le régime ukrainien qui de toute façon est un régime fantoche qui n'existe pas. Pourquoi pas aller vers Taïwan parce que d'une certaine façon c'est un régime qui ne s'appartient pas lui-même puisque c'est la Chine. Pour les Chinois en tout cas, c'est la Chine évidemment, c'est la perception chinoise de la chose qui n'est évidemment pas le point de vue du droit international et des reconnaissances d'État. Donc c'est vraiment cette logique-là qui est à l'œuvre. Le constat est chargé. Ça veut dire qu'on assiste à l'avènement d'un nouvel ordre mondial, Jean-Vincent Olindre, celui des puissances désinhibées, comme vous les appelez ?
C'est difficile à dire à ce stade. Ce qui me semble assez net, c'est la décomposition du système international tel qu'il s'est construit après 1945. Décomposition du droit international qui, jusqu'à un certain point, n'a jamais été aussi développé. Mais sur le plan fonctionnel, ce monde n'est pas en crise, c'est-à-dire qu'on n'a jamais autant sollicité l'ONU, on n'a jamais autant sollicité le droit international, mais il y a une crise de sens, en fait. C'est-à-dire que, notamment cristallisée par la puissance américaine. Alors, lorsqu'on a la première puissance mondiale qui a été à l'origine de toutes ces valeurs dont on a parlé, disons, de diffusion de valeurs libérales, et qui, aujourd'hui, non seulement défend le contraire, mais veut détruire au fond ce qu'elle a façonné, eh ben, cette crise de sens, elle est immense. Donc, on n'en est pas au stade de la recomposition. On est plutôt à un stade de décomposition, mais il ne faut pas non plus tomber, encore une fois, dans le catastrophisme. Ce que je décris là ne doit pas nous inciter à une forme de défaitisme consistant à dire, par exemple, que la démocratie libérale est morte, etc. On voit bien qu'à l'échelle, par exemple, des sociétés, ou des organisations non gouvernementales, il y a des aspirations immenses à la liberté, qu'il y a d'un côté, pardon de le dire, ces puissances séniles incarnées par des septuagénaires qui se lâchent en quelque sorte, mais on a aussi une jeunesse qui se mobilise, qui exprime d'autres aspirations d'égalité, d'une justice meilleure, d'une préservation de l'environnement. Donc il ne faut pas non plus tomber dans une logique qui consistera à dire que ce vieux monde disparaît et qu'il a vocation à emporter le monde entier avec lui. Voilà, mais simplement, ces transformations sociales, culturelles, elles ne sont pas sur le devant de la scène, elles sont plutôt souterraines. Et ce basculement, ou ce délitement, comme vous l'appelez, certains observateurs le constatent depuis quelques années déjà. Écoutez cette interview de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. C'était au micro de France Inter en octobre 2022. Il y a trois grandes crises qui s'emboîtent, trois rivalités qui s'emboîtent à partir d'un champ de bataille que l'on voit tout près de nous en Ukraine. La première, c'est la rivalité tragique des États. Les États-Unis et la Chine sont rentrés dans une logique de compétition, confrontation qui modifie la carte du monde. Il y a une deuxième confrontation et rivalité, c'est celle des modèles politiques entre la démocratie et les autocraties. Est-ce qu'il faut céder à cette division du monde en régimes politiques différents? Et puis il y a une troisième logique aujourd'hui de rivalité et de confrontation, qui est celle de la tentation des blocs. Le bloc des pays conservateurs qui en gros veulent garder le monde tel qu'il est, et celui des puissances révisionnistes, la Chine, la Russie, un grand nombre de pays émergents. Ce qui interroge, c'est que dans son analyse, Dominique de Villepin oppose démocratie et autocratie. Et ce qui m'interroge, c'est que même Donald Trump ou Javier Milei ou Narendra Modi, le Premier ministre indien, sont arrivés démocratiquement au pouvoir. Est-ce que c'est une tendance, voire une fatalité, ces démocraties qui penchent de plus en plus vers l'illibéralisme, voire l'autocratie? Ce qui est paradoxal, c'est qu'un certain nombre de leaders, disons populistes pour le dire commodément, qui arrivent au pouvoir par des moyens démocratiques, non seulement ne s'opposent pas à la démocratie, mais prétendent instaurer la véritable démocratie. La démocratie qui s'appuierait sur véritablement ce que veut le peuple, ce que veut le démos. Démocratie, le pouvoir du peuple. Démos, c'est le peuple en grec. Et redonner le pouvoir au peuple. Redonner le pouvoir au peuple. Et donc, disent, ben voilà, la vraie démocratie, elle est là. Ce qu'ils ont oublié en passant, par rapport à comment définir la démocratie, c'est que la démocratie suppose les contre-pouvoirs. C'est que cette expression démocratique, entre guillemets, du trumpisme, elle implique l'absence de contre-pouvoir. Donc on a une sorte de mix assez étrange entre d'un côté, il faut donner le pouvoir au peuple, et de l'autre, une personnalisation et une verticalisation extrême du pouvoir. Alors que la démocratie, c'est la combinaison subtile entre l'expression de la liberté politique individuelle et l'expression de la liberté collective. Le droit des individus d'un côté, la liberté du collectif de l'autre. Et puis d'autre part, ne l'oublions jamais, la démocratie, c'est aussi l'égalité des droits et autant que possible un système de justice sociale et de répartition. Or,
que défend Donald Trump ou d'autres leaders. C'est au contraire un système où il y a les forts et les faibles, les riches et les pauvres, et que les pauvres ont vocation à être de plus en plus pauvres, ce sont les perdants. Et à côté de ça, il y a les gagnants. Et ça, évidemment, ça va totalement à l'encontre de l'aspiration démocratique, puisque on peut pas avoir un système où le peuple est supposément souverain et décide, et où finalement on va laisser de côté une partie de ce peuple sous prétexte qu'il aurait perdu la bataille. Face à tout ça, face à ce bilan, quelles conséquences pour nous, Européens, démocrates, alors qu'on le voit, on le disait, on observe aussi chez nous ce phénomène en Europe, une montée du nationalisme, de certains leaders qui pourrait devenir un peu autoritaire. Je pense à Viktor Orban en Hongrie, Giorgia Meloni en Italie, il y a l'AfD en Allemagne qui est de plus en plus puissant. Plus récemment, l'élection du président nationaliste Karol Nawrocki en Pologne. Quelles conséquences pour nous, Européens démocrates, dans cet ordre mondial-là en plein changement ? Les conséquences sont immenses parce qu'en réalité, on voit bien que l'Europe ici est isolée. C'est-à-dire que ceux qui, en Europe, vont défendre le multilatéralisme, vont défendre le droit international, vont défendre une vision à la fois fondée sur la liberté et l'égalité, sont aujourd'hui mis en minorité. Mis en minorité au plan mondial, compte tenu des équilibres nouveaux qu'on vient de décrire au plan international, mais aussi minoritaires au plan interne. C'est-à-dire qu'une des grandes évolutions récentes dans la politique mondiale, c'est à la fois le regain des rapports de puissance, les fameuses puissances désinhibées, mais aussi ces espèces de conflits à l'intérieur des régimes démocratiques entre ceux qui disent ce sont les régimes autoritaires qui ont raison, et ceux qui disent non, il faut essayer de défendre cet héritage, par exemple l'héritage des Lumières, l'héritage de cette république démocratique qu'on porte en Europe, par exemple, depuis le XVIIIe siècle. Autrement dit, la menace n'est pas seulement internationale, Dominique de Villepin le dit à sa façon, elle est aussi et surtout interne. C'est-à-dire que les conséquences, elles sont internationales par rapport aux compétitions de puissance, mais elles sont aussi, et peut-être surtout, interne, c'est-à-dire que si défense de la démocratie doit y avoir, elle doit se situer bien sûr à l'échelle des instances internationales, l'ONU par exemple, mais aussi et surtout dans un cadre politique national. Et surtout, le risque principal de mon point de vue, je parlais du rôle immense des sociétés, c'est la passivité. C'est-à-dire que, au fond, ce qu'on n'a pas vu depuis une trentaine d'années, c'est l'incroyable dynamisme en fait des puissances du Sud. Et le fait que les puissances européennes en particulier, et peut-être les États-Unis aussi, n'ont pas préparé ce monde nouveau qui arrive. Au fond, nous avons accompagné la décomposition du système en pensant que d'une certaine manière on allait s'en tirer, et on n'a pas véritablement préparé l'avenir. Il est temps de le faire. L'ordre mondial en pleine mutation à l'heure des puissances désinhibées. Merci beaucoup pour vos éclairages, Jean-Vincent Hollindre, professeur de sciences politiques et directeur du centre Thucydide de l'université Panthéon-Assas, le centre spécialisé en relations internationales de l'université. Je rappelle bien sûr la sortie de ce livre à ne pas rater pour tous les passionnés de géopolitique, l'année des relations internationales. C'est publié aux éditions Panthéon-Assas. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des étoiles, des commentaires et à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.